Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Racisme et Eugénisme, dirigée par Michel Prume. La collection Racisme et Eugénisme se propose d'éditer des textes étudiant les discours et les pratiques d'exclusion, de ségrégation et de domination dont le corps humain est le point d'ancrage. Cette problématique du corps fédère les travaux sur le racisme et l'eugénisme, mais aussi sur les enjeux bioéthiques de la génétique. Elle s'intéresse à toutes les tentatives qui visent à biologiser les rapports humains, à des fins de hiérarchisation et d'oppression. La collection entend aussi comparer ces phénomènes et ces rhétoriques biologisantes dans diverses aires culturelles, en particulier l'ère anglophone et l'ère francophone. Tout en mettant l'accent sur le contemporain, elle n'exclut pas de remonter aux sources de la pensée raciste ou de l'eugénisme. Elle peut enfin inclure des ouvrages qui, sans relever véritablement de l'étude du racisme, analysent les relations entre les différents groupes d'une société du point de vue de l'ethnicité. Déjà paru. Lirwan Wang, L'école chinoise et l'action affirmative envers ces minorités, entre égalité et reconnaissance, 2018. Heinz Mabika Onyanzi, Médicaliser l'Afrique. Enjeux, processus et stratégies d'introduction de la médecine occidentale au Gabon, 19e-20e siècle, 2017. Gilles Tellier, Aux origines de l'apartheid, la racialisation de l'Afrique du Sud dans l'imaginaire colonial, 2015. Michel Prume, Dire, Questions ethniques dans l'ère anglophone, 2014. Maryse Fauvel, Exposer l'autre, Essai sur la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et le musée du Quai Branly, 2014. Françoise Richer-Rossi, L'autre et ses représentations au cinéma, 2013. Michel Prume, Dire, Comparer les diversités, 2013. Marie-Annick Mattioli, Olga Murau et Michel Prume, Dire, L'identité nationale à l'épreuve des identités culturelles en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, une approche critique, 2013. Remerciements. Un très grand merci à la famille de Jeannie Mortier, particulièrement à Jean Mortier, son époux, et à Frédéric Mortier, son fils, pour leur soutien à ce projet. Nous remercions aussi vivement les éditions Sileps et les éditions de l'Atelier, pour avoir gracieusement accepté la republication d'articles de Jeannie Mortier. Merci aussi à Marie-Claude Barbier et à Marie Terrier, pour leur soutien. Introduction. Michel Prume. Jeannie Mortier était une chercheuse profondément humaine. Elle était très rigoureuse dans son travail, multipliait ses sources, croisait ses informations, mais elle avait besoin aussi d'aimer les personnages qu'elle étudiait. Aimer ne voulait pas dire approuver, mais faire ressortir chez une personne, au-delà de ses complexités et parfois, de sa part sombre, quelque chose d'humain et d'attachant. C'est pour cela que, à l'exception du premier chapitre sur la société eugéniste, toutes ses contributions réunies dans ce volume se centrent sur une figure, un être humain. On trouve donc dans sa recherche, d'une part, une grande objectivité scientifique, un respect du travail d'historien, une honnêteté intransigeante et d'autre part, une subjectivité assumée. Elle m'a souvent avoué son incapacité à travailler sur un personnage historique, qui, tout en ayant joué un rôle fondamental dans la société britannique, et donc étant digne d'une analyse, n'éveillait en elle aucune affinité. Ce choix affiché explique pourquoi ses communications orales dans le séminaire du groupe de recherche sur l'eugénisme et le racisme, GRER, auquel elle a participé dès sa création, étaient des exposés à la fois très travaillés, fort stimulants intellectuellement, et des récits chaleureux et humains. Ces articles recueillis ici, qui couvrent donc les années GRER, et non l'ensemble de sa carrière, reflètent, je l'espère, ces qualités dont profitait son auditoire. La contribution de Jeannie Mortier ne se limite pas, tant s'en faut, à ses interventions personnelles. Elle était toujours présente lors des autres séances du séminaire, et s'intéressait à toutes les recherches, aussi diverses fussent-elles, posant toujours des questions stimulantes qui animaient le débat, en fin de séance ou après la séance autour d'un café convivial. Enfin, elle faisait toujours preuve d'une grande modestie, persuadée que tout avait été dit et qu'elle n'apporterait rien de nouveau, ce que, je l'espère, ce volume infirmera. Comme tout angliciste, et sans doute mieux que beaucoup, elle portait sur le monde britannique un regard extérieur, ici celui d'une Française née en Algérie, avec sa sensibilité républicaine et universaliste, se faisant à la fois passeuse d'idées et d'expériences, d'une rive à l'autre de la Manche, et observatrice d'une ère culturelle si différente de la nôtre, malgré la proximité géographique.
Le présent ouvrage s'ouvre avec un article qui brosse le portrait du courant eugéniste en Grande-Bretagne dans les premières décennies du XXe siècle, portrait que complétera, plus loin, la contribution de Susan Bray. On sait que si le terme eugénisme fut forgé dès 1883 par Francis Galton, cousin de Charles Darwin, le mouvement eugéniste se développa surtout au début du siècle dernier, en lien avec la peur de la dégénérescence de la société britannique, peur qui fut, entre autres, suscitée par le constat alarmant, établi à Manchester lors de la Seconde Guerre des Boers, 1899 à 1902, que 3/5 des volontaires britanniques ne pouvaient être recrutés en raison de leurs mauvaises conditions physiques. Comme le note Janie Mortier dès l'introduction de ce chapitre, la peur de la dégénérescence est directement liée à la crainte de voir s'accroître la classe ouvrière, censée porter toutes les tares de l'humanité. Cette peur nourrit ouvertement un eugénisme de classe. Et pourtant, au sein du courant eugéniste, on trouve aussi un grand nombre de figures socialistes. Adeptes de l'interventionnisme de l'État, elles soulignent l'importance de l'environnement social, alimentation, logement, qu'elles réévaluent face au courant héréditariste. La montée du nazisme en Allemagne et le discrédit jeté sur les thèses raciologiques allemandes permettent à ce mouvement eugéniste environnementaliste de se renforcer. Janie Mortier montre comment des auteurs comme Julian Huxley peuvent briser un tabou en associant eugénisme à réforme sociale. Elle cite aussi parmi toutes ces figures influencées par l'eugénisme, le généticien JBS. Haldane, 1882 à 1964, qui fut membre de la Cambridge Eugenics Society avant la Première Guerre mondiale. Le deuxième chapitre de ce volume est consacré entièrement à cette personnalité majeure, complexe, difficile à cerner sans doute mais passionnante, qui fut au centre de tous les débats dans les années 20 et 30. Comme Julian Huxley, Haldane, qu'elle appelle familièrement JBS, était du côté des réformes sociales. Il écrira pour le Daily Worker à partir de 1937 et adhérera au Parti communiste en 1942. Même s'il n'est pas encore marxiste avant la Première Guerre mondiale, il n'en est pas moins de gauche, et il représente donc un exemple intéressant de cet intérêt d'une partie de la gauche et du mouvement ouvrier britannique du début du siècle pour les thèses eugénistes. On ne s'étonnera pas que Haldane rejette presque totalement l'eugénisme négatif, condamnant en particulier la stérilisation forcée des inaptes. Qui décidera de qui est inapte et inapte à quoi, s'interroge-t-il. L'inaptitude n'est-elle pas un phénomène social et économique plutôt que biologique? Haldane débiologise le débat, ou plutôt opère pour reprendre la formule de Patrick Thor appliquée à Spencer, l'annexion du social au biologique. Janie Mortier montre aussi comment Haldane tente de résoudre la question de la fécondité différentielle. Les riches sont moins féconds que les pauvres, non pas en voulant rendre les riches encore plus riches, mais en allant vers un welfare state qui apporterait aux classes laborieuses fécondes les conditions d'éducation et d'hygiène favorables au bon développement humain. Pour autant, Haldane ne croit pas en l'égalité biologique des individus, allant jusqu'à citer Engels. Toute revendication égalitaire qui va au-delà de l'abolition des classes sociales devient une absurdité. Quant aux races, Haldane les veut égales mais les imagine différentes. Certains génotypes désirables sont plus communs chez un peuple. Haldane épousa en 1926 Charlotte Franken, 1894 à 1969, issue d'une famille juive allemande et qui venait de divorcer de son premier mari. Cette même année 1926, elle publia sous le nom de Charlotte Haldane un roman de science-fiction, Man's World, qui aborde lui aussi le thème de l'eugénisme. Florence Binard, dans le 3e chapitre de ce volume, se penche sur cet auteur et sur ce roman. Contrairement à ce qui a pu être avancé par certaines critiques, Florence Binard affirme que Man's World n'est pas une dystopie eugéniste, mais une utopie. Autrement dit, ce n'est pas une critique féministe de l'eugénisme, mais plutôt une utopie féministe eugéniste. Charlotte Haldane imagine un État scientifique et socialiste qui pratique un eugénisme à la fois négatif et positif. Les femmes sont classées en fonction de leur potentiel biologique, et les mères de la nation se situent au sommet de l'échelle sociale. Charlotte Haldane est une féministe différentialiste, comme nombre de féministes de cette époque, et pour elle, seule la maternité permet l'épanouissement de la vraie femme. On disait plus haut, des races que JBS les veut égales mais les imagine différentes. Charlotte a la même perception à propos des sexes.
Florence Binard montre bien les échos à l'œuvre de JBS que l'on peut trouver dans Man's World, les références des deux époux à l'ectogénèse, gestation en dehors du ventre de la femme, n'en étant qu'un exemple parmi d'autres. La publication à la suite l'une de l'autre des contributions de Janie Mortier et de Florence Binard permet un rapprochement très révélateur de l'approche eugéniste de JBS et de Charlotte Haldane. Comme pour Harriet Taylor et John Stuart Mill, ou William Thomson et Anna Doyle Wheeler, ou encore Mary Wollstonecraft et William Godwin, nous avons là affaire à un couple dont les échanges intellectuels ont nourri l'œuvre de l'un et de l'autre. Parmi les auteurs proches à la fois de l'eugénisme et du socialisme, on trouve aussi le dramaturge irlandais George Bernard Shaw, 1856 à 1950, qui accompagna dès le début le courant eugéniste britannique. Dès 1884, soit un an seulement après la création par Galton du mot eugénisme, il emploie lui-même l'adjectif eugénique dans son roman Cashel Byron's Profession et il assiste en 1887 à la conférence de Galton sur Nature and Nurture. C'est aussi un ami de l'eugéniste Karl Pearson. Dans le 4e chapitre, exclusivement consacré au théâtre de Shaw, Stéphane Guy montre bien comment les peurs de dégénérescence et l'eugénisme de classe marquent significativement le drame chavien. C'est le corps du prolétaire qui est mis en avant, corps usé, corps enlaidi, corps qui n'est pour Shaw que source de dégoût. Shaw semble s'attaquer aux pauvres autant qu'à la pauvreté, et unir dans un même mouvement le capitalisme et ses victimes. Son eugénisme le conduit à condamner le mariage bourgeois, qui encourage, dans une logique économique, les unions dysgéniques, et à défendre au contraire l'exogamie sociale, qui permet la diversification du stock génétique et l'amélioration de la race. Si l'eugénisme était très répandu au Royaume-Uni au début du XXe siècle, il était néanmoins rejeté par une partie de la société au nom du libéralisme, du socialisme ou de la religion. Parmi les opposants libéraux, on peut citer Josiah Wedgwood, le cousin de Darwin et de Galton. Certains membres de l'Église anglicane s'opposaient à l'eugénisme, ainsi que des intellectuels catholiques, dont le plus célèbre était Gilbert Keith Chesterton, 1874 à 1936. Chesterton est surtout connu en France pour son personnage récurrent du père Brown, Father Brown, prêtre détective, héros de nombreuses nouvelles. Mais Chesterton était loin de se limiter au genre policier. Il a écrit des romans, de la poésie et des essais, dont un manifeste anti-eugéniste, Eugenics and Other Evils, 1922. Dans le 5e chapitre de ce volume, Suzanne Bray s'intéresse à l'anti-eugénisme chrétien de Chesterton. Elle montre que la commission nommée en 1904 par le Premier ministre conservateur Arthur Balfour, lui-même fervent eugéniste, étudia pendant 4 ans la question de savoir comment soigner et contrôler les faibles d'esprit, et arriva à la conclusion qu'il fallait interner les faibles d'esprit dans des institutions unisexes où ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Par la suite, Winston Churchill, alors ministre de l'Intérieur du gouvernement libéral, dirigé par le Premier ministre Asquith, renchérit et préconisa une simple intervention chirurgicale pour que l'être inférieur puisse circuler librement dans le monde sans incommoder les autres. Il était aussi question d'interdire les mariages des faibles d'esprit, et de les priver de liberté sans décision judiciaire, sur simple injonction du ministre de l'Intérieur. C'est grâce à une poignée de personnes très actives, comme Chesterton ou Wedgwood, que l'honneur de la Grande-Bretagne fut sauvé et qu'aucune loi eugéniste ne fut jamais votée au Parlement de Westminster, contrairement à ce qui se fit à la même époque aux États-Unis. L'autre moyen de freiner la fécondité des supposés inaptes, moins radical que la stérilisation, est bien sûr la contraception. Sur cette question très délicate, dans la Grande-Bretagne du XIXe siècle, eugénisme et féminisme ont pu se rencontrer, en particulier en la personne de la militante eugéniste Mary Stopp, dont le nom en Angleterre, comme celui de Margaret Sanger aux États-Unis, est pour toujours lié au combat pour le droit à la contraception. Aujourd'hui, Mary Stopp International est une organisation qui fournit à une trentaine de pays un service de planning familial. Mary Stopp a donc joué un rôle très positif, animé d'intentions souvent louables, comme l'obsession que ne naissent que des enfants voulus. Mais comme le note Janie Mortier dans le 6e chapitre, le militantisme de Stopp était aussi inspiré d'une forte conviction eugéniste. L'organisation qu'elle fonde en 1921 s'appelle Society for Constructive Birth Control and Racial Progress. Plus que le bien-être des femmes et des enfants à naître,
c'est le devenir de la race britannique qui l'inquiète. Elle déplore, dans Radiant Motherhood, 1920, qu'on autorise tous les membres de la communauté les plus vils et les plus bas à engendrer des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants inférieurs, retardés et pervertis. La contraception est avant tout pour elle une arme de purification raciale. Si elle montre bien cette orientation eugéniste, Janie Mortier la replace dans un contexte où beaucoup de progressistes de l'époque partageaient ses vues et surtout, elle brosse un portrait complexe de Stop, incluant aussi un engagement qui nous paraît aujourd'hui moderne, sur le droit pour les femmes de choisir d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Marie Stop est certainement l'une des figures les plus contrastées de ce volume, à la fois très irritante et fort attachante. Le féminisme que Marie Stop défendait à sa façon était soutenu par de nombreuses femmes, célèbres ou anonymes, mais aussi par des hommes qui se sont battus à leur côté et qui, comme elle, ont parfois beaucoup sacrifié pour la cause des femmes. On citera parmi les plus connus John Stuart Mill, William Thomson ou William Godwin. C'est à George Lansbury, 1859 à 1940, que s'intéresse ici Janie Mortier, dans le 7e chapitre. Ce défenseur des femmes est issu de la classe ouvrière chrétienne, des quartiers pauvres de l'East End londonien. Les circonstances poussent Lansbury vers le féminisme. Jane Cobden, fille du libre-échangiste Richard Cobden, lui demande de diriger sa campagne pour les élections au County Councils, nouvellement créées, la loi ne précisant pas formellement que les élus doivent être des hommes. Jane Cobden est élue mais son élection est invalidée en raison de son sexe. Lansbury se présente alors en son nom à la députation, incluant dans son programme, en 1903, le droit de vote des femmes. Françoise Héritier, à propos du présent article de Janie Mortier, cite parmi les hommes révoltés par l'injustice, magnifique Trublion, George Lansbury, député, ancien ouvrier, qui voyait l'équivalence entre domination masculine et domination des nantis sur les manuels. Personnalité très riche et elle aussi très attachante, Janie Mortier fait de ce militant de la cause des femmes, qui sera membre du gouvernement de Ramsay MacDonald de 1929 à 1931, un portrait vivant aux multiples facettes. J'ai cité plus haut le socialiste William Thomson et le libéral John Stuart Mill. Les deux hommes se connaissaient et malgré leurs oppositions, se respectaient. Tous deux partageaient le même souhait d'abolir les inégalités de genre, pour employer des termes qui n'étaient bien sûr pas les leurs, et de voir s'émanciper la moitié du genre humain, les femmes, selon les mots de Thomson. Comme George Lansbury, tous deux étaient donc des militants acharnés de la cause des femmes. Dans le 8e chapitre de ce volume, je place l'étude de ces figures des îles britanniques, Thomson comme Shaw était irlandais, dans le cadre d'une réflexion sur l'altruisme et l'égoïsme. Comment s'articule l'intérêt pour l'autre et l'intérêt bien compris de soi? Tous deux partagent aussi un commun héritage, celui des Lumières et de Helvétius, transmis en Angleterre par Godwin. Tous deux sont utilitaristes. William Thomson a vécu de longs mois et rédigé son opus magnum chez le père de l'utilitarisme, Jeremy Bentham, et John Stuart Mill, fils du philosophe James Mill, écrira en 1861 Utilitarianism. Il est de l'intérêt des hommes, disent l'un et l'autre, d'entretenir avec leurs compagnes des rapports d'égalité, comme il est de l'intérêt des patrons, dit le seul Thomson, d'obtenir l'égalité sociale. Mais le féminisme de ces deux auteurs va bien au-delà du simple constat d'un intérêt bien compris. C'est ce qu'entreprend de montrer ce chapitre sur les figures de l'altruisme dans les rapports sociaux de sexe. Défendre les femmes quand on est homme, défendre les juifs quand on est gentil. On retrouve la même problématique à propos du gentil sioniste qu'était Josiah C. Wedgwood, 1872 à 1943. Le nom de Wedgwood a déjà été cité 2 fois dans cette introduction. C'est que les Wedgwood sont une véritable dynastie dans l'histoire des idées en Angleterre, depuis celui qu'on appelle Josiah Ier 1730 à 1795, le potier ou céramiste qui fabriqua le célèbre médaillon anti-esclavagiste, Aminot Brother and Aman, et qui était par ailleurs le grand-père maternel de Charles Darwin et paternel de son épouse Emma. Josiah Wedgwood III, lui, est le cousin de ces derniers et de Francis Galton. Celui qui nous intéresse dans le présent volume est l'arrière-arrière-petit-fils du potier, 5e génération, le député libéral puis travailliste, Josiah C. Wedgwood, dont Susan Bray a présenté dans le 5e chapitre le combat contre l'eugénisme. C'est une autre facette de cet homme politique que présente Janie Mortier dans ce 9e chapitre,
celle du militant de la cause sioniste. Ce sont les circonstances, comme aurait dit Robert Owen, qui mettent Wedgwood en contact avec les sionistes. Durant la Grande Guerre, il est aidé par le corps des muletiers sionistes, dont il admire la combativité. Puis en 1916 il fait la connaissance de Chaim Weizmann, 1874 à 1952, qui dirigera dès 1920 l'Organisation sioniste mondiale. Le futur premier président de l'État d'Israël lui fait forte impression. Dès lors, comme le montre Janie Mortier, Wedgwood se met infatigablement au service du sionisme. Mais il se bat aussi pour une société où Juifs et Arabes ne seraient pas en situation de rivalité. Il lutte contre l'esprit communautariste et le séparatisme, s'inscrivant sur ce point, en faux contre les vues majoritaires du mouvement sioniste. De la communauté juive il est encore question, dans le 10e et dernier chapitre de ce volume. Janie Mortier se penche en effet sur la communauté juive russo-polonaise installée à Londres, dans les quartiers pauvres de l'East End, et ce à travers le regard d'une dernière figure britannique, Beatrice Potter, 1858 à 1943. Cette militante socialiste formera avec son mari Sidney Webb un des plus célèbres couples du mouvement ouvrier anglais, souvent appelés familièrement les Webb. Beatrice Potter, issue d'une famille très aisée, décide, pour étudier les questions sociales et la pauvreté en particulier, de s'établir, c'est-à-dire de se faire embaucher dans un atelier en cachant sa véritable identité, un peu à la manière d'un Robert Linard au XXe siècle ou d'une Florence Aubenas au XXIe. C'est dans le quartier juif de l'East End, entourée d'ouvrières mais aussi d'employeurs juifs ashkénazes, d'origine russe ou polonaise, qu'elle se fait recruter et travaille dans des conditions terribles. Janie Mortier montre l'empathie de la jeune militante pour ces gens du peuple qu'elle côtoie, et elle réfute les accusations d'antisémitisme dont elle a fait l'objet, montrant les raisons idéologiques de cette volonté de dénigrement. Beatrice Potter, Mary Stopp, George Lansbury. Janie Mortier fait ressortir ces personnages attachants qui, tous, ont joué un rôle déterminant dans la vie politique britannique. La republication de ces articles, ainsi que de ceux de proches du Graire, permet de donner des visages aux grands courants de pensée qui ont traversé le XIXe siècle et le début du XXe au Royaume-Uni. C'est un petit témoignage des travaux de ce groupe de recherche et surtout, un hommage affectueux à celle qui en fut l'une des principales voix. La Société eugéniste et la Eugenics Review, dans la tourmente des années 30, Janie Mortier. L'eugénisme n'est pas une doctrine immuable, mais un ensemble vivant de théories et de pratiques qui évoluent et s'adaptent à un monde en transformation. Introduction. L'eugénisme britannique des premières décennies du XXe siècle est hanté par le spectre de la dégénérescence physique et mentale de la société. Cette dégénérescence serait due à la fécondité débridée des classes laborieuses inaptes ou déficientes, et aux lois sociales qui entraveraient le processus de sélection naturelle. C'est alors ouvertement un eugénisme de classe. Comment alors expliquer l'adhésion à ce mouvement dès l'origine, d'un bon nombre de libéraux, de socialistes, fabiens ou autres? Pour les réformateurs, soucieux de réorganiser la société, la perspective d'un contrôle rationnel scientifique des naissances que laissent augurer les lois de l'hérédité redécouverte ne peut manquer d'attrait. De plus, l'eugénisme place très clairement la société, la collectivité au-dessus des valeurs strictement, égoïstement individuelles. Au nom d'un principe primordial, celui de la santé du corps social, le mouvement eugéniste entend donner à l'État le droit d'intervenir dans la sphère privée de la reproduction et de la famille. Il s'inscrit en ce sens dans le lent processus de redéfinition des rapports État-individus entamé à la fin du XIXe siècle avec les nouveaux libéraux. Il en serait comme une lointaine retombée. Enfin, l'eugénisme prétend accorder au patrimoine génétique de l'individu bien plus d'importance qu'à son statut social et matériel, ce qui théoriquement cadre mal avec une vision conservatrice du monde. Les adeptes d'un eugénisme social, interventionniste se font entendre dès le début. Leur objectif n'est pas seulement de produire de beaux bébés, mais une race de beaux adultes. Si beau que soit le nouveau-né, s'il est exposé à des conditions malsaines, comme l'affirme S. Webbs en 1910, il deviendra en grandissant un enfant chétif et rabougri. Et sur un ton insistant, il ajoute « Aucun eugéniste cohérent ne peut défendre la politique du laisser-faire à moins qu'il n'ait décidé de jeter l'éponge. Il doit intervenir, intervenir, intervenir toujours. »
Mais cette position, si elle est historiquement importante, reste très isolée au sein de la société eugéniste elle-même. Le camp des hardliners, des durs, de ceux qui voient dans l'hérédité la cause majeure des maux sociaux est de loin le plus nombreux et aussi le plus véhément. Liner de Darwin, quatrième fils de Charles, qui préside la société depuis 1911, s'inscrit dans ce courant tout en étant infiniment plus mesuré que bien d'autres. Sa nature le portait à plus de pondération, sa fonction lui en faisait obligation. En 1929, année de son départ, il prononce la conférence annuelle dite The Galton Lecture, événement rituel qui a toujours lieu le 17 février, jour anniversaire de F. Galton, l'inspirateur de la société. Les idées qu'il y expose, reprises pour l'essentiel de son livre The Need for Eugenic Reform, publié en 1926, offrent un condensé de la doctrine eugéniste. Il y est question encore et toujours du problème lancinant de la différence de fertilité entre les couches sociales, du poids de l'hérédité, de la pertinence du niveau de salaire comme révélateur de qualité physique, morale et intellectuelle, du danger de la mobilité sociale. Il est bien de progresser à l'intérieur de sa propre classe mais non de prétendre s'élever hors de sa classe. À ses yeux, les inférieurs immigrants sont facteurs d'appauvrissement du patrimoine génétique. Enfin, L. Darwin prend position contre les lois sociales, dysgéniques, coûteuses pour l'État et les contribuables, et au bout du compte inefficaces. Favorable à un eugénisme positif, il en propose cependant une conception qu'il voudrait moins rigide. Rejetant d'emblée toute idée de construire le surhomme, il n'entend pas préserver la qualité biologique d'un groupe social restreint. Les artisans ou les ouvriers qualifiés font aussi partie, pense-t-il, de la population jugée digne de se reproduire. Enfin, il recommande à l'eugéniste militant de changer son vocabulaire, d'abandonner les métaphores empruntées à l'élevage des bœufs ou des moutons, bref, de tempérer sa rhétorique. Ce discours représente un jalon important dans l'histoire de la pensée eugéniste. Il semblait marquer l'apogée du courant majoritaire. Il en annonçait en réalité le déclin. Une nouvelle génération est en effet sur le point de prendre les commandes et de modifier l'orientation de la société eugéniste. Sous son influence, sous celle aussi de facteurs extérieurs non moins importants, dont certains sont liés à l'histoire nationale et internationale, certaines positions vont se trouver bousculées et remises en cause, d'autres au contraire vont résister et traverser la décennie. Après avoir indiqué les causes du changement de politique puis les évolutions majeures de la société, déjà très largement analysées par les historiens du mouvement eugéniste, j'aborderai dans une dernière partie trois grandes questions. La stérilisation des retardés mentaux, le nazisme et la question raciale et enfin le rapport entre hérédité et environnement. Ce sont là des sujets d'affrontement dont l'issue dépendra d'un nouveau rapport de force au sein de la société. Pour mieux les exposer, je me suis appuyé sur la lecture de la revue trimestrielle The Eugenics Review, pendant la période allant de 1930 à avril 1943. Cette date n'est pas due au hasard. Cette année-là, c'est W. Beveridge, fondateur du Welfare State, qui est l'invité d'honneur. Il donne la Galton Lecture alors même que son rapport est en discussion à la Chambre des communes. Facteur du changement. Plusieurs influences convergentes forcent la société eugéniste à prendre ses distances avec les eugénistes radicaux des 2 premières décennies. Elles émanent de l'intérieur de la société comme du monde extérieur. À la fin des années 20, le personnel depuis longtemps attaché à la société, entièrement acquis à ses principes mais sans compétences spécifiques, est progressivement remplacé par une nouvelle équipe issue des milieux scientifiques ou médicaux. Même L. Darwin, officier à la retraite et ancien député, restait un amateur éclairé certes, mais dont le seul mérite était celui d'appartenir à une famille illustre. Progressivement, l'expert supplante le profane. Ainsi, le nouveau secrétaire général, C.P. Blacker, nommé à la place de Mrs. C. Hodgson, est psychiatre de son état. Il va jouer un rôle clé dans l'entreprise de modernisation de la société. R. Soloway le désigne comme « The Architect of Reform Eugenics ». Il est donc important de connaître ses positions politiques. Déjà en 1928, au 5e congrès de la Fédération internationale des unions intellectuelles à Prague, où il a prononcé un discours « The Modern Conception of the World », il était apparu comme un homme de bonne volonté, proche de la gauche social-démocrate, exigeant des privilégiés plus d'humilité sociale,
plaidant pour une reconnaissance et un respect de l'autre en tant que personne et en dehors de toute considération sociale. Parmi les dangers qui menacent nos sociétés, il désignait The Acquisitiveness and Snobbery des classes nanties, terme qui semble tout droit tiré de Tonnay, le penseur socialiste, et de son livre qui connaît un très grand succès à l'époque, The Acquisitive Society 1921. Le second facteur de changement est matériel. En 1930, un certain monsieur Henry Twitchin, éleveur australien, lègue sa fortune à la société eugéniste anglaise qui vivotait jusque-là. Elle devient soudain très riche. Cet argent va lui permettre de diversifier ses activités, de créer la fondation Darwin, d'attribuer des bourses d'études, de soutenir la recherche scientifique et de subventionner, parfois en sous-main, un grand nombre d'autres organisations qui par des voies parallèles serviront sa cause. Après 1933, la société eugéniste risque de souffrir de la comparaison avec son homologue allemande. Elle devra donc s'efforcer de se faire plus discrète et de repenser sa politique. Cependant, si la politique d'hygiène raciale mise en œuvre après l'arrivée d'Hitler au pouvoir joue un rôle important dans cette réorientation, elle n'est pas, tous les historiens du mouvement s'accordent à le dire, à l'origine du mouvement de réforme dont les prémices sont apparues bien avant. En réalité, l'idéologie eugéniste est battue en brèche par d'autres forces encore. Les enquêtes sociales se multiplient au cours de la décennie, et toutes soulignent le caractère fallacieux des thèses défendues jusque-là par les eugénistes. En 1930, par exemple, le rapport du Vagrancy Committee n'établit aucun lien entre l'hérédité d'un côté et l'état mental ou les échecs sociaux de l'autre. Il met l'accent exclusivement sur l'effet des maladies chroniques, de la pauvreté et de l'environnement. Parallèlement, des travaux étudiant l'effet d'une meilleure nutrition, des vitamines ou d'un petit verre de lait sur le développement physique des enfants sont rendus publics. En 1936, John Boyd termine sa grande enquête Food, Health and Income, nourriture, santé et revenus, qui aboutit à des conclusions plus frappantes encore. Plus de 50% de la population n'a pas les moyens d'avoir un régime alimentaire adéquat. Plus important encore pour l'évolution de la société eugéniste sont les progrès de la génétique. Les travaux de Morgan et de Muller, entre autres, mettent en lumière les limites des lois de Mendel et révèlent que l'hérédité est en réalité un phénomène bien plus complexe qu'on ne l'avait supposé. Les généticiens affirment qu'il leur est impossible, dans l'état actuel de leurs connaissances, d'analyser avec précision les causes d'état mental. Cet aveu d'impuissance a pour conséquence d'affaiblir les bases théoriques de la doctrine eugéniste et d'ébranler les certitudes anciennes. La revue vient-elle à diffuser des résultats d'enquêtes plus ou moins contestables, comme ceux livrés par Cattell sur le déclin de l'intelligence nationale, les scientifiques, toujours en alerte, lui adressent de sévères mises en garde exigeant d'elle, selon les termes de Haldane, un autre niveau de précision. La science, en faisant irruption dans le champ de l'eugénisme, va immanquablement influer sur la politique de la société, et ce d'autant plus que les nouveaux responsables, tous des scientifiques avertis, ne peuvent, sans se discréditer, ignorer ces avancées. Ajoutons que les généticiens anglais qui comptent à cette période-là, J.B.S. Haldane et de L. Ogben entre autres, sont des gens de gauche qui, tout en partageant certaines idées chères à la société eugéniste, notamment l'inégalité biologique entre les hommes, vont pendant des années s'acharner à dénoncer ses partis pris de classe et son manque d'objectivité scientifique. Comme celle-ci a le désir de gagner en crédibilité, elle ne peut risquer de se les aliéner. De plus, elle compte aussi parmi ses adhérents un nombre de plus en plus grand d'universitaires, de médecins, d'hommes de sciences, etc., comme par exemple R.A. Fisher, statisticien de grand renom, plutôt conservateur, ou encore Julian Huxley, zoologiste, physiologiste et généticien, très proche collaborateur de Blacker dont il partage bien des positions politiques. Tous deux sont des piliers de la société. Fisher, Haldane, Ogben, Huxley sont tous issus des mêmes universités, se connaissent, suivent de près leurs travaux respectifs et s'apprécient. Ceux qui sont à l'intérieur de la société vont être dans une certaine mesure le relais des critiques de leurs confrères restés à la périphérie. Enfin, on note chez les scientifiques eux-mêmes une prise de conscience du poids de l'idéologie et donc de la difficulté d'atteindre à l'objectivité, même à l'objectivité dite scientifique. Si en qualité de chercheurs, ils se sentent autorisés à formuler certaines conclusions, Haldane et Huxley ne prétendent pas à l'impartialité absolue. D'ailleurs, ajoute Huxley à l'adresse de son public eugéniste,
ce que l'on prend pour l'idéal eugéniste, n'est-ce pas en réalité l'expression de nos préjugés et de nos désirs personnels? Dans bien des cas, nos conclusions ne sont pas fondées sur des considérations eugénistes mais trahissent plutôt nos préjugés sociaux ou nationaux. C'est là une position jusqu'alors peu commune dans le milieu eugéniste, qui a peut-être incité les adeptes du mouvement, du fait de la qualité de ceux qui la défendaient, à plus de circonspection et d'autocritique. 2. Une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. Sous la houlette de Blacker, la société eugéniste redéfinit sa stratégie. Dans son Histoire de la société, Blacker écrit « Notre but essentiel n'est pas de chanter les louanges de la société eugéniste, ni même de glorifier le mot eugénisme. C'est de faire en sorte que les principes eugénistes soient reconnus, acceptés et qu'ils soient appliqués. Pour cela, il convient, poursuit-il, d'établir des liens avec toutes les organisations s'occupant de la famille ou des questions démographiques, de les aider de nos conseils si nécessaire et même de leur apporter un soutien financier, mais non de rechercher une forme de reconnaissance ou de faire sa propre publicité. » Ainsi elle entreprend, grâce au legs Twitch 70 000 livres, de soutenir activement plusieurs organisations et même d'en créer de nouvelles. Cette stratégie s'impose aux nouveaux responsables pour 2 raisons. D'abord parce que l'image de la société, entachée par un fort préjugé de classe, est encore trop négative, et ensuite parce que l'exemple de l'Allemagne nazie risque de lui porter préjudice et d'entraver son développement. La société eugéniste n'aura de cesse d'affirmer sa différence, de rappeler qu'elle inscrit son action dans le cadre de la démocratie parlementaire anglaise, mais elle cherchera aussi, par souci d'efficacité, à agir par procuration. Parmi les organismes qu'elle subventionne, on relève le British Social Hygiene Council, le Marriage Guidance Council, le Joint Committee on Voluntary Sterilisation et en tête de liste, la National Birth Control Association, NBCA, née en 1930 de la fusion des organismes militants pour le droit à la contraception, parmi lesquels figure le Workers Group. L'intérêt que porte la société eugéniste au contrôle des naissances remonte au milieu des années 20, et s'est affirmé d'abord contre la volonté de L. Darwin, quand il est apparu que l'eugénisme positif qu'il soutenait ne suffirait pas à enrayer la dégénérescence de la population. En 1927, la société crée un Birth Control Investigation Committee, composé de médecins et d'hommes de science, chargé d'étudier les implications eugénistes de la contraception. Elle élève bientôt celle-ci au titre d'agent eugéniste, selon l'appellation galtonienne, et inscrit dans ses statuts l'obligation de promouvoir le contrôle des naissances. Elle n'avait pas alors les moyens de sa politique, mais à partir de 1930, la chose devient réalisable. Elle entreprend donc de soutenir la NBCA, et ce de toutes les manières possibles, en l'abritant dans ses murs, en finançant régulièrement ses campagnes et en la copilotant de l'intérieur. En effet, ses plus hauts responsables, le vice-président, le secrétaire général, le rédacteur en chef et bien d'autres, siègent au conseil exécutif de l'association. La pression qu'ensemble ils exercent sur le corps médical, le gouvernement, les autorités municipales, sera couronnée d'un certain succès puisqu'en 1939 plus de la moitié des maternités du service public informent régulièrement, et en toute légalité, les femmes mariées qui le souhaitent des méthodes contraceptives disponibles. Cette collaboration est d'autant plus facilement acceptée par les traditionalistes que les publications de la NBCA ont une orientation eugéniste souvent assez explicite. Parallèlement à ce travail de propagande et d'information, la société eugéniste s'aventure dans un autre domaine. Elle subventionne un programme de recherche destiné à mettre au point le contraceptif idéal, bon marché et efficace, susceptible d'être utilisé par n'importe quelle femme, fût-elle pauvre, non instruite ou légèrement retardée. John Baker, biologiste à Oxford, mettra au point un gel spermicide commercialisé à la veille de la guerre sous le nom de Volpar. Mais en 1934 à 1935, la courbe démographique chute, et la hantise de la dépopulation s'empare des esprits. Dans ce nouveau contexte, le mouvement en faveur du contrôle des naissances redoute de figurer au rang des accusés. La société eugéniste, déjà alertée sur la gravité du problème par le sociologue Akar Sanders, se trouve en porte-à-faux. Il lui faut soudain revenir en arrière et sans se dissocier du NBCA et de sa politique, qu'elle continue d'approuver, plaider davantage pour un eugénisme positif qui, selon Galton, consiste à influencer, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, les classes utiles à la communauté à se reproduire plus que les autres.
La première initiative de Blacker pour contourner ces difficultés se révélera infructueuse. Il suggère de fondre les deux organisations en une seule et de créer un Institute for Family Relations. De longues tractations s'engagent, sont sur le point d'aboutir, mais le manque d'enthousiasme des adhérents de part et d'autre finit par faire capoter l'entreprise. La deuxième initiative visant à créer des groupes de recherche qui étudieraient les mouvements de population sera en revanche couronnée de succès. Il paraît essentiel que les mesures natalistes susceptibles d'être votées par le gouvernement ne privilégient pas la seule question de la quantité au détriment de la qualité. Pour accroître la population, il n'y aura point de pénurie d'idées, pense-t-il, mais nous seuls, notre petit groupe d'eugénistes, sommes préoccupés par la question autrement plus importante de savoir de quelle couche de la population seront issus les futurs individus. Il commence par mettre en place un Positive Eugenics Committee, chargé d'étudier les politiques natalistes adoptées par différents pays. Il propose au démographe David Glass, qui n'est pas membre de la société, de mener l'enquête. Celui-ci rédigera le premier rapport, The Struggle for Population, publié en 1936. Cette même année, Blacker et Carl Sanders décident de fonder le Population Investigation Committee, PI. C'est un comité de recherche, fort de 18 membres, entièrement financé par la société eugéniste, mais que les fondateurs veulent totalement indépendant d'elle pour lui assurer l'indispensable crédibilité scientifique. Libre de choisir ses thèmes d'étude et de coopter les spécialistes qu'il désire associer à son travail, le PIC a pour seule obligation celle de rendre compte de ses travaux devant la société. Cette indépendance exigée est en réalité une manœuvre de la part des responsables modernistes, qui veulent ainsi prendre leur distance par rapport à une vieille garde, hostile à la recherche et mécontente de voir tant d'argent distrait de l'effort de propagande. Dans la réalité des faits, le PIC demeure sous le contrôle des réformateurs car on retrouve, siégeant en son sein, Blacker, Carl Sanders, Eva Hubach et Huxley, pour ne citer que les plus connus. Cela dit, le but recherché sera atteint. Reconnu et respecté, le PIC est sollicité par les services du Registrar General au moment où le gouvernement décide de revoir le type d'informations qu'il convient de collecter pour dresser un tableau aussi précis que possible de la population et de sa fertilité. La majeure partie des suggestions faites par le PIC, portant notamment sur la date du mariage, le nombre d'enfants vivants ou morts, l'âge de la mère au moment des naissances, etc., se trouveront intégrées dans la Population Statistics Bill de 1938. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.